un tas d'autres détails. Mais c'est quand même assez compliqué. Ah oui, oui. Et alors ce qui se passe aussi, c'est que dans les champs, elle fabrique un pot et elle va mettre des petits œufs à l'intérieur. Les petits œufs, comme dire, ça va faire des larves. Après, elles sont assez grandes, elles se sont transformées en bourdons. Elles sortent du pot et donc il reste ces espèces de petits vases et qu'elles vont ensuite remplir de miel. Ah, mais je comprends pas comment on fait pour faire... Sauf qu'elles sont dans une position pas très agréable pour elles, parce qu'elles sont... on les laisse pas sortir. Elles sont coincées, quoi, et puis surtout ce qu'elles détestent là en ce moment, c'est la lumière. Non, elles passent l'essentiel de leur vie à l'intérieur, dans une boîte, une cavité, où il fait nuit. Ça ne les dérange pas du tout, elles-mêmes elles préfèrent. Vous avez des abeilles qui se sont Un peu comme un grain de blé qui germe. Hein. Le filament germinatif va entrer en contact des racines de... Alain, bonjour. Vous êtes donc directeur de recherche à l'INRA Bordeaux. Oui. Et présent donc sur le Salon de l'Agriculture 2010. Pouvez-vous déjà nous rappeler un peu les principales missions de l'INRA? Les missions de l'INRA touchent en gros à tout ce qui est agronomie au sens très large, c'est-à-dire à l'alimentation, à l'agriculture et à l'environnement, avec des aspects à la fois donc, liés à l'économie et la compétitivité, des aspects liés un peu à la santé et des aspects liés un peu à tout ce qui est gestion et conservation des territoires. Alors vous-même, vous êtes spécialisé dans la biodiversité et dans l'écologie forestière. C'est ça. C'est quoi l'écologie forestière? Il se trouve que les forêts sont des systèmes très naturels, souvent cultivés par l'homme, mais ils sont cultivés par l'homme sans intrants en termes de fertilisation, sans produits phytosanitaires. Et donc on ne peut pas changer non plus le climat, ce qui veut dire que pour gérer une forêt, il faut connaître un petit peu les règles de compatibilité entre les différentes espèces forestières et l'environnement. Et c'est donc l'écologie est une discipline à la base de la gestion forestière. Alors, soyons un peu plus pratiques. Quand vous parlez, votre travail consiste en quoi? Un exemple de travail que j'ai fait il y a quelques années était de regarder un peu les types de sol, les types de climat, les types de végétation, et en fonction de ça, de savoir quel est le type de forêt peuvent être cultivées pour à la fois être productives en termes de bois, être relativement diversifiées et en même temps être agréables pour l'accueil du public. La biodiversité, c'est un sujet large. C'est un sujet à la fois vaste et important. Ouais. Alors, quelques directions? On se rend compte de plus en plus que le vivant dans lequel on vit tous est extrêmement riche et diversifié. On a souvent focalisé depuis quelques décennies sur les espèces d'intérêt, qu'elles soient d'intérêt agricole, agronomique, forestier, d'élevage. Et on se rend compte que dans un paysage, il y a non seulement des champs, mais aussi des bocages, il y a également des forêts. Il y a des insectes qui changent un peu de compartiment, qui ne vivraient pas sans qu'il y ait coexistence de haies et de champs. Et que donc l'ensemble de la diversité qu'on voit bien et celle qu'on ne voit pas bien sont extrêmement importants pour la pérennité de nos paysages et des activités utile pour l'homme d'un côté et la diversité pour elle-même également. Alors on est actuellement en pleine crise agricole. Oui. C'est vrai que les agriculteurs sont en grande difficulté. En quoi l'INRA peut aider au niveau de la compétitivité sur le marché? L'INRA a en fait un rôle social à jouer globalement qui est un rôle de recherche. Donc un rôle de recherche, c'est un rôle d'apport de nouvelles connaissances. Il est probable qu'une des causes importantes de la crise, c'est le télescopage entre des contraintes économiques extrêmement fortes et qui échappent totalement aux décisions de l'INRA en tant que contraintes économiques, et en même temps des contraintes de type environnemental, et que donc un des enjeux pour l'INRA, c'est certainement de mettre au point des systèmes de production qui soient viables dans le monde actuel et tels qu'on peut l'anticiper dans les années à venir, et en même temps soit dans le respect des contraintes environnementales. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner? Un exemple particulier, c'est que pour qu'une culture puisse être exploitée, il faut qu'elle résiste aux agents pathogènes qui sont de très nombreuses natures, de nature bactérienne, de nature champignon, de nature insecte. On a une possibilité qui serait d'utiliser de façon relativement massive tout ce qui est pesticides. Il y a des directives européennes qui nous incitent à être plus prudents en termes environnementaux. Il y a donc des travaux de recherche qui utilisent plus les interactions entre espèces
pour lutter entre guillemets contre ces agents bioagresseurs. Par exemple, faire plus de mélange en termes de paysage, en termes de culture. Donc si les cultures sont plus mélangées, l'agressivité des bioagresseurs est diminuée. Ça a été montré dans de nombreux pays, y compris dans le nôtre. On peut faire aussi de la lutte biologique, c'est-à-dire essayer d'importer des insectes qui sont eux-mêmes prédateurs de plantes pour essayer de contrôler les bioagresseurs. Donc il y a de nombreuses pistes où on associe un peu mieux la diversité, l'écologie et la production agronomique en essayant de respecter les contraintes économiques du monde actuel en termes de production. Alors, ce sont des temps de recherche assez longs, non? Oui, en moyenne. Un temps de recherche est toujours très long, c'est-à-dire il faut déjà identifier la question. La question est souvent posée par la société en termes de besoin de résultats. Il faut la traduire en termes de recherche, qui prend déjà pas mal de temps en négociation. Ensuite, il faut mettre en œuvre la recherche, qui se fait souvent avec des thésards. Une thèse, c'est environ 3 ans, il faut souvent plusieurs thèses. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas de temps entre le moment où la question est posée, apparaît, et où des solutions commencent à apporter. C'est de l'ordre facilement de 5 à 10 ans. Vous-même, vous êtes en contact sur le terrain avec les agriculteurs? Vu que mon domaine est l'écologie forestière, je suis plus en contact avec des forestiers, mais je suis en contact avec des forestiers, effectivement. Vos collègues, par exemple? Mais mes collègues qui sont dans les filières agricoles sont en contact avec les agriculteurs. Ceux qui sont dans les filières élevage sont en contact avec les éleveurs. On a chacun, par rapport à nos métiers, des contacts avec les filières pour lesquelles on travaille. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'environnement. Oui. Donc, on peut parler du bio, peut-être? On peut parler du bio, oui. Alors, par rapport au bio, quels sont actuellement vos domaines de recherche? Personnellement, on peut dire que la forêt est une culture bio. Si on prend la définition de ce que c'est qu'une culture bio, c'est-à-dire quasiment pas d'intrants, ni chimiques, ni en termes de pesticides, il y aurait probablement, en termes de communication entre chercheurs, en termes de recherche, de regarder comment des chercheurs ont essayé de comprendre un système de façon totalement naturelle comme le système forestier, de voir si ça peut se transposer sur des systèmes qui sont plus artificialisés pour essayer encore une fois de diminuer en gros les intrants et donc l'impact chimique sur l'environnement, ce qui est une question extrêmement importante. Alors vous avez été pendant ces quelques jours en contact avec le public. Oui. Quelles sont les préoccupations? C'est très divers. Ce qui est assez riche dans les discussions, c'est que les préoccupations du public sont extrêmement larges en termes de sollicitations, en termes de questions. Et en fait, les questions vont, par exemple, cet après-midi, on a des bactéries sur notre stand, enfin des colonies bactériennes. On a été interrogé sur le rôle des bactéries en milieu hospitalier. C'est pour dire que le public se pose vraiment des questions sur, les milieux gérés par l'INRA, mais aussi l'ensemble des milieux qui sont amenés à rencontrer. Donc les questions sont en général extrêmement larges. C'est un stand sur un projet INRA qui a trait à la biodiversité, où par rapport à différents organismes, on fait des inventaires de diversité sur des bactéries, des algues, des plantes, des champignons et des insectes. Donc Perrine Portier travaille à Angers, est ingénieure de recherche sur les inventaires de bactéries. Bonjour. Donc vous êtes ingénieur? Oui, je suis ingénieure de recherche à l'INRA d'Angers et je gère aujourd'hui une collection de bactéries pathogènes de plantes. Une collection? Une collection. Ça s'appelle comme ça? Oui. Donc notre collection sert de référence en fait pour des études notamment de comparaison, mais aussi pour des études d'exploration de la biodiversité. Et notre travail consiste aussi à élucider les relations de parenté entre les différents organismes. Alors, notre collection regroupe plusieurs milliers de bactéries de plantes. Ouais. Et pour illustrer la biodiversité, voici par exemple des bactéries qui ont poussé suite à l'application d'une feuille sur cette boîte de milieu nutritif. D'accord. Voilà, donc là on commence à avoir un aperçu de la diversité qui est présente sur les plantes. On n'a pas mis des mains assez hauts. Ça c'est très sympa comme anecdote. 100, nous sommes à 150, mesdames et messieurs, combien de mâles pucerons sur cette plante? La bonne réponse était 0, il n'y a que des femelles. Il n'y a que des femelles en cette saison. Et oui, désolé de cette déception. Que des femelles. Les femelles se reproduisent en faisant des femelles qui font des femelles, qui font des femelles, qui font des femelles, qui font des femelles. Et oui, elles s'embêtent. Sans les mâles, elles s'embêtent. Mais arrive l'automne, les choses deviennent difficiles.
a caché un bout. Et si vous voulez faire des photos assez sympas, on a une loupe binoculaire qui va filmer les larves en train de manger le puceron. D'accord. Stéphane, vous êtes donc de l'INRA de Rennes. Oui. Alors expliquez-nous. Donc nous, ce qu'on étudie, ce sont des hyménoptères parasitoïdes, des microguêpes qui possèdent un cycle de vie assez particulier, c'est-à-dire que ces micro-hyménoptères vont pondre un œuf dans le puceron, l'œuf va donner une larve qui va se développer et manger l'intérieur du puceron et à terme provoquer la mort du puceron, qu'on appelle momification de puceron, et un nouvel adulte va émerger de ce puceron mort et le cycle recommence. Et c'est ce genre d'hyménoptères qu'on étudie dans notre laboratoire, parce que ça peut être des pistes assez importantes comme alternative pour contrôler les pucerons ravageurs de culture. Donc c'est des pucerons qu'on trouve naturellement présents dans nos cultures en France, qui sont souvent très discrètes, parce que comme vous pouvez le voir dans nos élevages, c'est vraiment de taille très très réduite. Ça mesure 2 à 3 mm de long. Oui. Voilà. Donc là vous avez un élevage de févrole avec le puceron du poids Acertosiphon pisum et son hyménoptère parasitoïde Aphidus cervi. Donc si vous voulez, je peux vous montrer des séquences vidéo qui montrent du parasitisme de pucerons par ces hyménoptères. Alors donc on a le puceron le parasitoïde qui arrive à proximité du puceron, voilà, et qui va piquer ce puceron pour lui administrer un œuf. Donc on va peut-être mieux le voir à la prochaine séquence, voilà. Le parasitoïde qui se prépare à piquer, et voilà, la piqûre est vraiment très très rapide, il faut une fraction de seconde pour implémenter un œuf dans le puceron. Œuf qui va mettre environ 15 jours pour se développer et donner un nouvel adulte. Merci. Merci à vous.